Bien, je vous retrouve pour évoquer des sujets sur l'Europe. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de, on pourrait dire, l'histoire de l'idée européenne. En effet, lorsqu'on regarde le traité de Lisbonne, on trouve dans son préambule qu'il s'agit d'une nouvelle étape dans ce traité de Lisbonne, de processus d'intégration. Et cette préambule évoque les héritages culturels, religieux, humanistes de l'Europe, avec l'idée d'une union sans cesse plus étroite entre les États européens. En effet, cette idée d'unité ou d'union européenne n'est pas née seulement en 1950 avec le discours de Robert Schuman. C'est une très longue histoire qui est faite, jalonnée d'émiettements, de regroupements, parfois de regroupements des peuples européens, mais de manière autoritaire, et pas de manière démocratique ou libérale. Pense à l'Empire romain, à l'Empire de Charlemagne, de Charles Quint, de Napoléon Ier, sans oublier plus récemment la volonté d'Hitler ou de Staline d'avoir une Europe aussi à la mesure de leurs ambitions. Alors les idées, ce qu'on appelle les idées pan-européennes, ces idées pan-européennes ont été travaillées par des philosophes, par des hommes de lettres, par des poètes parfois, par des hommes de culture. On peut regrouper ces idées sur l'Europe autour de 5 thèmes, en essayant de les aborder bien sûr de manière ramassée, synthétique. D'abord, il y a un premier thème qui est l'idée de paix perpétuelle. La paix perpétuelle, c'est une idée qui a été développée par Sully, qui était le Premier ministre d'Henri IV, et il avait évoqué cette idée d'un grand conseil chrétien de l'Europe, et avec un travail en commun des princes d'Europe sur ce point. Il imaginait, Sully, nous sommes dans les années 1620-1635, il imaginait 15 États d'une importance assez forte, sans intégrer la Russie, c'est intéressant de l'observer, mais 15 États qui auraient pu travailler ensemble. C'est aussi l'abbé de Saint-Pierre qui imagine ce qu'il a appelé un projet pour la paix perpétuelle. Pour la paix perpétuelle, il publie des ouvrages 1713-1717, où il imagine ce concept même de paix perpétuelle entre les princes, travaillant ensemble, surtout les souverains chrétiens, mais il imagine aussi qu'il puisse y avoir une collaboration non seulement avec les souverains chrétiens, mais avec, comme il disait à l'époque, les souverains mahométans, en considérant qu'il pouvait y avoir un accord. Il imagine un Sénat doté de compétences législatives. Voltaire pense à l'Europe aussi, et il considère qu'il y a une forme de conscience européenne. Nous sommes à l'époque de Voltaire, où il considère qu'entre les Européens, les différences sont faibles. Jean-Jacques Rousseau, qui publie 1782, il publie un jugement sur la paix perpétuelle, où il imagine une fédération de princes, car la guerre est leur affaire, et que s'ils veulent la paix, il faut la construire, bien évidemment. Et il dit, il n'y a plus aujourd'hui de Français, d'Allemands, d'Espagnols, d'Anglais, il n'y a que des Européens, ils ont les mêmes goûts, les mêmes passions et les mêmes mœurs. C'est Jean-Jacques Rousseau, 1782. Bien sûr, Emmanuel Kant a imaginé une paix perpétuelle lui aussi, considérant que le droit devait être la source de la paix. Et au fond, quand on regarde le poids, l'importance du droit de l'Union européenne, il avait tout à fait raison, on parle de l'Europe kantienne. Première idée, l'idée de paix perpétuelle. Deuxième idée, c'est l'Europe et les nationalités, la reconnaissance des nationalités. Et que ces nationalités travaillent ensemble, que ces nations travaillent ensemble. C'est Saint-Simon qui imagine de rassembler les peuples d'Europe dans un seul corps politique avec un Parlement européen. 1814, il parle d'un Parlement européen et il dit qu'il faut faire confiance beaucoup plus aux savants, aux économistes, aux juristes, aux techniciens qu'aux politiques. Nous sommes en 1815. Même Napoléon, lorsqu'il est à Sainte-Hélène, dans son mémorial de Sainte-Hélène, imagine des choses, 1823, je ne pense pas qu'après ma chute, je prends la parole pour Napoléon, je ne pense pas qu'après ma chute et la disparition de mon système, il y ait en Europe un autre équilibre possible que l'agglomération, la confédération des peuples européens pour la famille européenne. Et il imagine une monnaie unique, une citoyenneté européenne. Nous sommes en 1823 dans les conceptions qu'a Napoléon. Troisième thème, les États-Unis d'Europe, l'idée des États-Unis d'Europe.
Là, c'est plutôt Victor Hugo, grand poète et grand homme de lettres français, qui imagine dans un discours très célèbre, 1848, au Congrès de Paris, il dit « Un jour viendra où l'on verra ces deux groupes, les États-Unis d'Amérique et les États-Unis d'Europe, placés face à face, se tendant la main au-dessus des mers, échangeant leurs produits, leur commerce, leur industrie, leur art, leur génie. » Il me semble que les accords de coopération entre les États-Unis et l'Union européenne sont en cours. Victor Hugo l'imaginait déjà en 1848. Un jour viendra où les bombes seront remplacées par le vénérable arbitrage d'un grand Sénat souverain. Plus de guerre, la paix en Europe. Et il imagine lui aussi quantité de développement tout à fait pacifique en Europe. Il est vrai que Victor Hugo pensait à une Europe dont la capitale serait Paris. C'est intéressant de l'observer aussi. Mais il y a bien cette idée d'États-Unis d'Europe qui est mise en avant. Proudhon, 1863, imagine lui l'idée d'une confédération européenne qui ouvrirait le champ à une fédération par la suite européenne. Nous sommes en 1863. Le Congrès de sciences politiques en France, en 1900, a comme thème les États-Unis d'Europe. États-Unis d'Europe, c'est un discours de Leroy-Beaulieu à ce moment-là au Congrès de sciences politiques. Quatrième thème qui a nourri l'idée européenne, l'Europe, une garantie contre les nationalismes. Ce n'est pas simplement l'idée d'une fédération européenne, mais garantie contre les nationalismes. Au fond, on peut dire que le XXe siècle a été si dévastateur en matière de guerre, bien évidemment. Les pires atrocités ont été commises en Europe. Et les mouvements européens vont naître soit après la Première Guerre mondiale, soit après la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est souvent entre les deux guerres que l'idée d'Europe va avoir un développement important. Paul Valéry, par exemple, en 1919, dit l'Europe, au fond, deviendra-t-elle ce qu'elle est en réalité, c'est-à-dire un petit cap avancé du continent asiatique, ou bien l'Europe restera ce qu'elle devrait être, c'est-à-dire la partie la plus précieuse de l'univers terrestre, c'est-à-dire au fond, pour Paul Valéry, le cerveau d'un corps terrestre. C'est surtout Richard Coudenhove-Kalergi, personnalité tout à fait étonnante, autrichien de naissance, tchèque après le traité de Saint-Germain, naturalisé français en 1939, qui va développer son idée de pan-Europe, pan-Europe sur ce point. Et au fond, il dit, et c'est vraiment tout à fait intéressant, qu'il faut redonner du souffle à l'Europe. Quand on s'exprime aujourd'hui, on s'interroge s'il n'y a pas cette demande de souffle à l'Europe, cette fois-ci au XXIe siècle. L'Europe qui a presque totalement perdu sa confiance en soi, il dit ça en 1939, attend une aide de l'extérieur. Les uns l'attendent de la Russie, les autres l'attendent de l'Amérique. Ces deux espérances constituent un danger de mort pour l'Europe. Ni l'Ouest ni l'Est ne peuvent sauver l'Europe. La Russie veut la conquérir, l'Amérique veut l'acheter. Je trouve que ces formules, dites en 2014, sont intéressantes entre la conquête et l'achat, et il imagine lui aussi l'idée d'États-Unis d'Europe sur ce point, l'idée d'un territoire économique homogène, d'une région du monde en compétition avec d'autres régions du monde, mais organisée comme une région à dimension continentale. C'est vrai qu'il pense aussi à l'idée d'une Suisse comme modèle intéressant pour l'Europe, et il suppose, et il indique que pour qu'elle existe, il faut qu'il y ait une réconciliation franco-allemande. Il dit ça en 1939. C'est tout à fait intéressant, cette réconciliation franco-allemande. Alors c'est vrai qu'il y aura un premier congrès pan-européen, premier congrès à Vienne en 1926, et les images qu'il y avait derrière la tribune pour ce congrès pan-européen, c'était Sully, l'abbé de Saint-Pierre, Kant, Victor Hugo, qui étaient les personnalités considérées comme essentielles. Dernier point, la construction européenne contemporaine. Au fond, cette construction européenne, elle est travaillée déjà pendant la résistance européenne. Et quand on s'exprime à Grenoble, on pense à la résistance en Europe, bien évidemment. C'est vrai qu'il y a une déclaration à Genève
des résistances européennes en 1944. Eh bien, cette déclaration des résistances européennes imagine la création d'une union fédérale entre les peuples européens après la guerre qui va se dérouler. Et cela explique que Winston Churchill prononce ce fameux discours à l'université de Zurich en 1946, où il dit « Quel est le remède souverain? Il consiste à reconstituer la famille européenne, ou du moins autant que nous pouvons reconstituer, nous devons créer un genre d'États-Unis, d'Europe. » Il le prononce, ce discours, à Zurich en 1946. Et c'est vrai qu'après la Deuxième Guerre mondiale, la famille européenne va à nouveau se diviser, pas de la même manière, mais entre deux familles, de part et d'autre du rideau de fer. Et il faudra attendre les années 90 pour que l'Europe retrouve cette unité entre l'Est et l'Ouest, pour recréer en quelque sorte la famille européenne. Mais on voit bien qu'il y a une succession d'idées, succession d'initiatives qui aboutissent à ce résultat de nature d'intégration européenne. Merci.